BFM Business présente Hebdocom, Sofiane Aklouf. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Hebdocom. Nous sommes aujourd'hui à Bry-sur-Marne, c'est là que se trouvent les locaux de l'INA, l'Institut National Audiovisuel. On va retrouver Antoine Baillet qui est directeur éditorial pour parler de sujets de rémunération, évidemment, des plateformes, la plateforme Madeleine et de leur étude sur les mots et les sujets de l'actu 2024, bilan et perspective avec Antoine Baillet. Bonjour Antoine Baillet. Bonjour Sofiane. Merci d'être l'invité d'Hebdocom. Vous êtes directeur éditorial, c'est ça, de l'INA ? Absolument, j'ai le bonheur de concevoir des programmes, des contenus à base d'archives qui vont être diffusés aussi bien sur TikTok en 30 secondes que dans des grands documentaires de 6 fois 52 minutes. Donc l'INA, on rappelle, l'Institut National Audiovisuel, pour ceux qui seraient passés à côté, mais a priori, on est à peu près tous au courant. Vous publiez le baromètre de l'actu 2025, c'est donc un outil qui dresse le bilan des sujets des mois écoulés. Alors, on a parlé de quoi en 2024 ? Alors, le baromètre de l'actu qu'on vient de publier donc, tout début janvier nous permet de revenir sur une année de médiatisation, aussi bien dans ce qui va se passer sur les journaux télévisés que, et c'est une nouveauté, sur les chaînes d'information en continu. On a analysé un volume d'heures qui est extrêmement important, plusieurs centaines de milliers d'heures, et on le fait, pour y donner sens, on le fait avec des outils d'intelligence artificielle. Et alors sur les chaînes info, on parle toujours de la même chose ? C'est ce que vous avez pu analyser ou pas ? On voit des pics qui sont très clairs de médiatisation. On a étudié par exemple les lieux de l'information. De quels lieux parle-t-on, quand, comment ? Alors évidemment, pour que ça ait du sens, on l'a rapporté au nombre d'habitants dans les départements. Et ben, je vais vous donner une info intéressante et qui est plutôt inattendue. Évidemment, on parle beaucoup de Paris. Sur les chaînes d'info, il est beaucoup question de Paris, dans les JT également. Mais si on rapporte au nombre d'habitants, eh ben, figurez-vous que le territoire qui a été le plus médiatisé cette année, c'est Mayotte. Parce qu'il y a eu un pic évidemment de médiatisation en décembre. Et ça veut clairement dire à ce moment-là, effectivement, qu'il y a eu un attrait davantage pour Mayotte dans les journaux télévisés. Sauf que ça veut dire que quand il y a un pic, ça veut dire hors tempête d'eau, on ne parle pas de Mayotte finalement. Évidemment, tout ça est fortement lié au pic de médiatisation. Après ça, on peut aussi voir des tendances qui se dessinent sur le temps long. Je vais vous donner un exemple très précis. On a regardé la médiatisation de l'intelligence artificielle, l'expression intelligence artificielle. On est à quelques jours du sommet de l'IA qui va se tenir à Paris. Le 10 au 11 février. Absolument. Et ben en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un pic de médiatisation de l'intelligence artificielle depuis fin novembre 2022. C'est évidemment lié à l'apparition de ChatGPT qui a fait l'agenda, qui a contribué à mettre l'intelligence artificielle sur l'agenda médiatique. La proportion, elle est juste dingue. Mais alors, est-ce que ça correspond à notre utilisation à nous ? 7 fois plus médiatisé, est-ce qu'on peut se dire que finalement, c'est parce que nous, dans nos vies à tous, on a peut-être 7 fois plus utilisé ChatGPT et 7 fois plus parlé de ChatGPT, ou est-ce que finalement, les médias ne sont pas totalement le reflet de la réalité ? Clairement, là, c'est parce qu'il y a eu cette stratégie d'un outil qui s'est lancé et qui a bouleversé nos vies. Mais c'est quand même intéressant de réussir à prendre une pause et mettre un petit peu l'actualité sur pause et réussir à la contextualiser. C'est ce qu'on cherche à faire à l'INA à longueur de temps. On le fait dans ce baromètre, on le fait aussi sur l'actualité au quotidien, l'actualité chaude qu'on va chercher à contextualiser. C'est notre positionnement aujourd'hui par rapport à nos publics. L'INA, c'est 2 milliards de vidéos vues sur une année. Notre job, il n'est pas de participer à la frénésie médiatique, il est d'aider à mieux la comprendre, cette actualité. C'est ce qu'on fait dans le baromètre, c'est ce qu'on fait au quotidien sur les réseaux sociaux de l'INA, par exemple. On va revenir sur les missions de l'INA, mais toujours sur les recherches. Quand on regarde, par exemple, les recherches Google assez traditionnellement, on voit aussi des pics sur des noms. Est-ce que vous voyez la même chose, outre les lieux ? Je pensais par exemple à 3 noms, Donald Trump, Léon Marchand et Gisèle Pellicot.
Est-ce que c'est 3 noms que vous avez particulièrement vus dans l'année, dans votre étude? Ils font partie des personnalités qui ont été les plus citées. Gisèle Pellico, elle est la 5e personnalité la plus citée, la 5e personnalité féminine la plus citée. Mais très sincèrement, on s'attendait à ce qu'elle soit numéro 1, numéro 2. C'est ce que j'allais vous dire, 5e chez les femmes. Absolument. J'aurais dit 3e, tout genre confondu. Les résultats qu'on a qui sont basés sur les transcriptions, donc on va transcrire tout ce qui est dit, tous les mots qui sont prononcés sur les chaînes info, nous montrent qu'elle est effectivement 5e. Il faut évidemment tenir compte du fait que la médiatisation de Gisèle Pellico, elle se passe surtout à partir au dernier trimestre de l'année. L'ouverture du pré, c'est en septembre. Absolument, donc à partir du dernier trimestre 2024. Donc ça joue forcément dans les résultats sur l'année. Pareil pour Léon Marchand, c'est-à-dire qu'il y a un pic pendant les JO et j'imagine qu'après ça se tasse. Léon, oui, évidemment, mais Léon Marchand, c'est un rapport qui est intéressant sur les proportions qui ont pu être observées. Il est 2 fois plus médiatisé que la personne, le sportif qui suit, qui est Teddy Riner. Donc il y a vraiment eu une Léon Marchand mania cet été. C'était manifeste et c'est ce qu'on arrive à mesurer effectivement pour la première fois dans ces proportions-là. Et chez les médias, du côté des médias, il y a eu une Trump mania alors? Alors, sur l'élection américaine, sur la médiatisation de l'élection américaine. D'abord, c'est l'élection américaine qui a été la plus médiatisée depuis les 3 dernières élections. On a fait un focus vraiment spécifique là-dessus. Ce qui est intéressant de voir, c'est que Donald Trump était déjà le plus médiatisé, même quand il a perdu en 2020. Donc, le cadrage global médiatique sur l'élection américaine, oui, se fait beaucoup autour de la personnalité de Donald Trump. On a comparé aussi quelque chose qui nous semblait intéressant, la médiatisation de l'élection américaine et celle de l'élection européenne. Qui s'est tenue au premier semestre cette année. La Valérie Hayé n'apparaît pas en tête du classement? Valérie Hayé n'apparaît pas dans le classement et la proportion de temps consacré est l'ordre du simple au triple. Après, c'est aussi parce que les enjeux de l'élection américaine cette année étaient particulièrement élevés. De notre côté, il n'est pas question de dire « Ah, c'est bien » ou « C'est pas bien ». Vous ne vous posez pas en tant qu'arbitre parce que finalement, quand vous faites ce type d'études, vous posez peut-être en position de surplomb à observer qui fait quoi et fatalement, vous en tirez des enseignements ou du moins, vous tendez à vous livrer au public une synthèse qui leur permet de se faire un avis. Typiquement, les médias ont-ils assez couvert les élections européennes? C'est quand même une conclusion qu'on peut se poser, une question qu'on peut se poser à la lecture de votre rapport. C'est pas notre job. Notre job, il est là pour aider à comprendre. Il est là pour aider à contextualiser, il est là pour chiffrer des tendances. On n'est pas dans une position d'arbitre ou de bœuf-carotte ou que sais-je, de quels sont les sujets qu'il faut traiter, ceux qu'il ne faut pas traiter. Nous, on aide et on offre un outil qui permet à tout le monde de comprendre les logiques de médiatisation. On aide à observer ça. La conclusion, vous pouvez avoir la vôtre, une autre personne en aura une autre. Je pense qu'il y a autant de... Il y a cette expression qui dit qu'il y a autant de sélectionneurs de l'équipe de France que de Français. Il y a sans doute autant de rédacteurs en chef potentiels du journal de 20 heures que de Français. Voilà, les choix, ils sont libres. Néanmoins, réussir à éclairer ces tendances, c'est évidemment quelque chose qui est important et qui correspond à une mission de l'INA. Mais ça veut dire que l'INA a une ligne éditoriale, mais c'est un média comme un autre finalement? L'INA est un média comme un autre. Bon, j'espère pas complètement, puisque j'espère qu'on a une différence. Pour aller chercher ces jeunes, justement, vous avez développé toute une stratégie numérique parce que les jeunes regardent plus, ou en tout cas moins, la télévision, même les grandes messes de 20 heures. Comment vous avez fait pour investir ces réseaux sociaux où on n'attendait pas forcément l'INA? Ça fait plaisir à entendre, d'abord, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y a une logique éditoriale qui a présidé à tout ça, qui est assez simple. Tant que l'INA était un peu une institution, on a fait beaucoup de contenus, on faisait des contenus éditoriaux qui étaient davantage centrés sur des éphémérides. Que s'est-il passé il y a 50 ans, jour pour jour, le temps? En fait, c'est une manière de transmettre des patrimoines. Évidemment, c'est une manière d'apporter du contexte, mais elle n'entre pas en résonance avec ce qui fait débat à un moment donné. Donc, il y avait trop de décalage entre... parfois, c'est pas intéressant ce qui s'est passé il y a 50 ans, jour pour jour, tout simplement. Et ça ne dit rien de la société d'aujourd'hui.
Et donc, en fait, la logique éditoriale, elle était de partir dans c'est quoi l'actualité aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui et comment des archives de l'INA peuvent l'éclairer. Donc on a mis en place une conférence de rédaction quotidienne où à partir des sujets du jour, il y a des recherches qui vont être lancées pour trouver des angles, pour apporter ce que je racontais précédemment, ce supplément de contexte. Et vous faites quoi dans cette conférence de rédaction? Il y a qui se retrouve autour de la table pour trancher quel débat? Ce sont toutes les personnes qui sont autour de nous qui vont être des journalistes. Et qui n'ont pas de bobine, hein, qui travaillent sur ordinateur, Absolument. Comme tout le monde. Et qui vont du coup être des journalistes, qui vont être des documentalistes et qui ensemble vont se poser cette question de quelle recherche on lance. La question dans la conférence de rédaction de l'INA, c'est pas sur quel terrain on va partir aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on va lancer comme recherche? Qu'est-ce que l'archive peut nous apporter sur tel sujet d'actualité? Et ça, c'est un travail qui est fait au quotidien et qui, en fait, rythme très fortement l'ensemble de la production édito. On ne fait pas que des choses sur l'actualité du jour. On fait aussi, on éclaire aussi des tendances sociétales. Donc, on va aussi être sur des sujets beaucoup plus, comment dire, dans l'air du temps, par exemple, beaucoup plus que dans l'hyperactualité. On sort d'un moment assez exceptionnel pour l'INA éditorialement, autour des 50 ans de la promulgation de la loi sur l'avortement, pour lequel on avait vraiment initié un projet édito de très grande ampleur en cherchant à recueillir la parole des femmes, des hommes qui avaient vécu l'avortement avant 1975, avant sa légalisation. Ça, c'est vraiment quelque chose qu'on avait initié il y a 2 ans, qui a pris beaucoup de temps à se faire. Avec des témoignages inédits qu'on aurait pu s'attendre à entendre dans des médias plus traditionnels qui font de l'enquête. Je pense notamment à la parole de Christiane Taubira. On ne s'attendait pas forcément à la recueillir et à l'entendre du côté de l'INA. L'histoire, elle est assez simple. Donc effectivement, Christiane Taubira, dans le documentaire qui s'appelle « Il suffit d'écouter les femmes », qui a été diffusé mi-janvier et qui est disponible en replay et qui est aussi largement diffusé sur les réseaux sociaux de l'INA, Christiane Taubira raconte avoir eu recours à un avortement clandestin avant 1975. L'histoire qui nous a amené vers Christiane Taubira, elle est assez simple. On a lancé un grand appel à témoignages via nos réseaux sociaux pour recueillir cette parole de qu'est-ce que cela voulait dire avorter avant 1975. On avait la volonté de toucher des personnes dans toute la France. Et en fait, assez vite, la question du recueil des témoignages des populations ultramarines a été assez compliquée. Parce qu'il y avait une forme de tabou supplémentaire. Effectivement, là, on avait des enquêtrices, une équipe d'enquêtrices qui travaillait, qui rentrait en contact avec Christiane Taubira pour raconter cette difficulté. Et en fait, assez vite, dans l'échange, Christiane Taubira a raconté son histoire. Après ça, se posait la question, acceptez-vous de la raconter face caméra? Et petit à petit, oui, ça a été le cas. Notre démarche édito à ce moment-là, elle a été vraiment très fortement... Je disais qu'on avait les 2 pieds dans l'actualité parce que le sujet sur une campagne de témoignages telle que celle-ci, il est aussi de se dire qu'est-ce que ça dit de la société d'aujourd'hui? Pourquoi il est important de se souvenir en 2025 de comment c'était avant 1975? Évidemment, il y a aussi une forme d'engagement de l'INA à ce moment-là, parce que oui, on voit les remises en question qui peuvent exister partout sur les conditions d'accès au droit à l'avortement. Donc un parti pris qu'on comprend aisément. Parfois, est-ce que la question ne se pose pas éditorialement? Je pense notamment au décès de Jean-Marie Le Pen. Ça a été le cas pour plusieurs médias. La façon de comment traiter cette mort, pour ne pas en faire un panégyrique. Typiquement, vous, quand vous voulez coller à l'actu, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous sortez la vidéo de Jean-Marie Le Pen qui exulte au soir du premier tour de sa victoire, de sa qualification pour le second tour en 2002, ou est-ce que vous sortez le point de détail de l'histoire? C'est pas la même chose, ça ne raconte pas la même chose. Absolument. Et donc ces questions-là, on se les a posées au moment où on apprend la mort de Jean-Marie Le Pen. Alors, on avait bossé comme à peu près tout média. On avait anticipé que c'était quelque chose qui pouvait arriver. Et on avait plusieurs angles, en fait, tout simplement, qui étaient prêts, plusieurs sujets qui étaient prêts. La première vidéo qu'on a diffusée
on l'a fait avec un parti pris aussi INA. On a raconté Jean-Marie Le Pen à la télévision. Comment la télévision a participé de la construction du personnage, de ses toutes premières candidatures, aux détails de l'histoire, qui figuraient dans la première vidéo qu'on a pu diffuser, etc., etc. Donc là, vous êtes quasiment métamédia dans la première vidéo. On raconte un sujet qui est au cœur de ce qui est notre expertise, qui est la manière dont la télévision contribue à façonner des personnes, et surtout comment certains l'utilisent à leur fin. On est aussi à ce moment-là, et dans l'après-midi qui suit, effectivement, on diffuse après ça des retours sur les différentes condamnations. On diffuse également, évidemment, des sujets sur l'implantation du vote d'extrême droite en France et sur la manière dont Jean-Marie Le Pen y a largement contribué. Il y a quand même un défi, c'est de pouvoir stocker et numériser toutes ces bases de données. J'imagine que c'est un travail titanesque. Comment est-ce que vous procédez ? Alors, c'est en dessous de nous que ça se passe. L'INA, c'est un data center. L'INA, c'est une entreprise éditoriale, une entreprise de médias. On entretient et on produit, on diffuse des contenus. On est aussi une entreprise de technologie. Et effectivement, on stocke une quantité qui est impossible à se représenter. On stocke 30 millions d'heures. Les fonds de l'INA, c'est 30 millions d'heures de programmes audiovisuels. Et chaque année, ça se développe. Donc aujourd'hui, ces fonds, ils sont quasi intégralement numérisés. Et en fait, c'est ça le défi aussi qui a présidé à la transformation de l'INA. Les fonds sont numérisés. Qu'en faisons-nous ? Notre job aujourd'hui, c'est de permettre de les diffuser et de les partager avec les Français. Si je suis un tout petit peu technique quand même, parce que c'est important, ces 30 millions d'heures, toutes ne peuvent pas être utilisées par l'INA. Il y a des programmes qui sont stockés par l'INA, sur lesquels on n'a pas forcément de droit d'exploitation. C'est une grande partie, d'ailleurs, de ces 30 millions d'heures. Nous, on travaille au quotidien avec 2 millions d'heures. C'est déjà immense pour raconter ce qui se passe. Sauf que pour les stocker et encore plus pour les diffuser et les partager, il faut de l'argent et donc trouver un modèle économique. Comment est-ce que vous faites pour trouver cet équilibre entre ce qui peut être de l'ordre du gratuit et en même temps ce qui doit vous rapporter de l'argent ? L'INA est un média audiovisuel public, donc à ce titre est en partie financé par l'État. J'ai bien dit en partie, puisqu'on a aussi une culture qui existe et qui est importante, où on va chercher entre 30 et 35% de notre financement par des ressources propres. Des ressources propres, ça veut dire à la fois de la vente d'archives à des professionnels qui veulent les utiliser. Ça veut dire des actions de formation, puisque l'INA fait de la formation également. Et puis, ça veut dire aussi tout ce qui est fait dans les équipes éditoriales, sur lesquelles, effectivement, il y a un modèle économique. Ce que l'on fait aujourd'hui crée de la valeur. Ça crée de la valeur quand on fait des audiences sur des plateformes où il y a de la publicité. Ça crée de la valeur quand on a des abonnés à une offre payante qui s'appelle Madeleine, notre plateforme de streaming illimité. Et ça fait partie intégrante de notre modèle. On va chercher ces ressources propres pour assurer notre développement. On n'a pas un objectif de rentabilité de 15 ou 20% comme ce qui pourrait exister ailleurs. Néanmoins, aujourd'hui, notre développement n'existe que parce que nos activités génèrent des recettes. Et cette inscription dans le marché, elle fait partie aussi de ce qu'est l'INA. Mais pour ça, il faut s'adapter aux différentes plateformes, y compris en termes de format. Donc, pouvoir créer une vidéo très courte sur TikTok et potentiellement un podcast plus long, on peut développer des choses. Comment on arrive à trouver cette temporalité parce qu'il faut faire des vues après tout. Il faut faire des... D'ailleurs, je parlais de 2 milliards de vidéos vues. Aujourd'hui, ça fait partie des objectifs de l'INA. Notre audience est mesurée et elle fait partie des engagements qu'on prend par rapport vis-à-vis de l'État, tout simplement. Donc, on a un objectif de toucher le grand public, évidemment.
entre ce qui est gratuit, ce qui est payant, entre ce qui va nécessiter une narration spécifique, ce qui va pouvoir être diffusé de manière un petit peu plus brute, en fait, on va s'adapter au code de chaque plateforme. On va aussi être hyper pragmatique. Il y a des plateformes sur lesquelles aujourd'hui on n'est pas. Parce qu'elles vous rapportent rien. Faute de moyens, surtout. D'accord. C'est surtout ça ce qui va y présider. Comme quoi, est-ce que vous avez fait on est très peu présent sur Snapchat, par exemple, parce que les codes spécifiques pour y entrer étaient assez compliqués pendant un temps. Et ouais, à un moment, il faut faire des choix là-dessus. Alors, on vous retrouve où? Sur TikTok, sur Insta, dites-moi. Notre principale plateforme aujourd'hui, la première plateforme, celle où on touche le plus de personnes, c'est effectivement Instagram. C'est une explosion ces dernières années de notre côté sur les audiences. On se parlait de monétisation. Aujourd'hui, Instagram pour l'INA, c'est pas une source de revenus très élevée. Il n'y a pas de publicité qui revienne aux éditeurs dessus. On est également très présent sur YouTube et sur Facebook, où on va diffuser des contenus qui ne seront plus forcément au format vertical, mais plutôt au format horizontal, sur lesquels il y a une monétisation. On est encore présent à ce jour sur X également. On a fait le choix d'y rester. Oui, vous dites à ce jour, c'est-à-dire que la question se pose. Bien sûr, la question elle se pose au quotidien. Sauf qu'il y a une réalité, c'est que parfois quand une vidéo est virale, elle est sur X parce qu'elle résonne avec l'actualité. Très sincèrement, aujourd'hui, par rapport aux 2 milliards de vidéos vues, X en représente une poussière. Je crois que c'est 30 ou 40 millions de vidéos vues dans l'année. Donc vous faites le rapport, c'est très faible. On a choisi de rester tout simplement parce qu'on se dit que c'est un champ de bataille, X. Et qu'en fait, si un média audiovisuel public déserte ce champ de bataille, on n'est pas tout à fait là où on nous attend. Ça ne veut certainement pas dire qu'on est d'accord avec la manière dont fonctionne X, évidemment. Mais c'est important de notre point de vue de continuer à proposer une offre de contenu de qualité, y compris sur des plateformes sur lesquelles on n'est pas en adéquation avec l'ensemble des valeurs portées par celles-ci. La bataille des plateformes, elle se joue aussi avec Netflix et les autres. Vous parliez de votre plateforme, Madeleine. 80 000 abonnés, vous me disiez, c'est ça? 80 000 abonnés, 2,99 € par mois, c'est un tarif de service public, et un peu plus de 13 000 contenus. Malgré tout, est-ce que vous ne vous dites pas, face aux géants américains notamment, la bataille est perdue, à quoi bon? Certainement pas, certainement pas. Et en fait, on utilise la force de certains géants aussi à certains moments. Madeleine, dont on se parle, on a un accord, un contrat commercial avec Amazon, puisque Madeleine, c'est une chaîne sur Amazon Prime Channel, et c'est un endroit où, effectivement, on n'attend pas forcément l'INA au départ, mais pourtant on y est, et qui nous permet, évidemment, d'aller voir des personnes qui, sinon, ne seraient pas forcément touchées par l'INA, ou qui n'auraient pas forcément accès à une plateforme payante. Donc on utilise aussi, aujourd'hui, de manière très pragmatique, la force de certains géants pour y proposer nos offres, nos contenus. Ça fait partie intégrante de ce que l'on fait aujourd'hui. Dernière question, elle peut paraître paradoxale quand on parle de l'INA qui regroupe des archives. C'est quoi la transformation à 10 ans pour l'INA? On a un sujet aujourd'hui qui se passe juste derrière nous. D'ailleurs, aujourd'hui, on cherche à développer nos fonds. J'ai dit qu'on avait 2 millions d'heures exploitables sur 30 millions d'heures. Aujourd'hui, l'un de nos défis, il est d'imaginer ce que seront les archives de demain. Les archives de demain, ça peut être des vidéos YouTube, ça peut être des personnes qui diffusent du contenu en dehors des chaînes traditionnelles de télévision. Et donc aujourd'hui, on est aussi dans un mouvement où on développe nos fonds pour constituer la mémoire de demain. Ça veut dire très concrètement qu'on va chercher à aller faire des partenariats, y compris avec des détenteurs de droits sur certaines émissions dont ils sont propriétaires. On a travaillé et on travaille encore avec Thierry Ardisson, avec Mireille Dumas. On lancera dans quelques semaines une chaîne en partenariat avec l'agence de presse CAPA. Vous n'avez pas des gens qui sont encore à la télé aujourd'hui? L'agence CAPA est aujourd'hui complètement productrice de programmes, et on va évidemment de plus en plus vers des partenariats avec une variété de producteurs. On a
lancé une chaîne qui s'appelle Ina Hip Hop au premier semestre de 2024, sur laquelle en fait, on va aussi proposer des émissions historiques sur la culture hip-hop en France, HIP, HOP. On va aussi aller travailler avec Skyrock, qui a produit une émission qui s'appelle Planète Rap, qui est absolument emblématique. Planète Rap est toujours à l'antenne. Et, absolument. Et Fred Musa, on tourne une interview avec lui dans les quelques jours qui viennent, donc avec des personnalités qui sont encore à l'antenne. Et puis on verra ça dans 10 ans, alors on se donne rendez-vous dans 10 ans. Absolument. Comme dit la chanson. Avec plaisir. Merci Antoine Baillet. Merci Sofiane. Et à bientôt pour un nouveau numéro d'Hebdocom. Hebdocom sur BFM Business.